juste avant de commencer, je vais laisser maintenant voilà, Marie-Café qui se présentera. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir. Avant toute chose, et pour qu'on ait un peu des règles communes de bonne conduite ou pour le format de la soirée, il y aura des questions-réponses, hein, sentez-vous libre d'interagir. Juste, on le sait, il y a des questionnements sur le tri sélectif. On va mettre de côté toutes les problématiques un petit peu, il n'y a pas assez de poubelles, comment on peut faire, etc. Comme ça, on se concentre sur le positif et on avance collectivement. Je sais qu'il y a beaucoup de travail pour qu'on aille sur quelque chose de bien plus responsable et cohérent. Donc voilà, on avance collectivement et puis on essaie d'être... Voilà. Du coup, j'enchaîne. Donc, je m'appelle Marie, je suis chargée de mission à l'Institut du sport durable depuis 3 ans environ sur Lyon. Alors, l'Institut du sport durable, qu'est-ce que c'est? C'est en fait 2 entités, une association d'intérêt général et une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour mission d'amplifier l'engagement environnemental du mouvement sportif en les rassemblant, les accompagnant, en les formant. Et pour ça, on a différentes activités. La première, c'est de cartographier les clubs qui s'engagent. En fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de clubs, et je pense que vous en faites aussi partie, qui font des choses, mais souvent, ça manque un peu parfois de partage de bonnes pratiques pour justement essayer d'influencer d'autres clubs et pourquoi pas essayer d'en engager d'autres. Donc l'objectif vraiment, c'est voilà, de réunir un peu tous les clubs qui s'engagent dans un collectif et aussi de valoriser du coup leurs actions. Le deuxième volet, ça va être de sensibiliser et former. Donc pour ça, on a différents types d'outils. On a ce qu'on appelle les sessions Sport 50, qui est un outil gratuit et disponible avec donc c'est un temps d'une heure et demie, 2 heures environ, avec une demi-heure de film documentaire qu'on a réalisé et ensuite un temps d'échange, de débat autour des bonnes pratiques, voire de construction d'actions communes. Donc ça, c'est un premier outil. Ensuite, on a la formation. Donc, on peut organiser des formations de 2 heures sur des thématiques. Et on est aussi organisme de formation certifié Qualiopi depuis 1 an et demi maintenant, avec 2 formations, une sur le sport et la RSO. Donc, RSO, c'est les responsabilités sociétales des organisations. Et la deuxième, c'est sur les événements sportifs éco-responsables. Et le troisième volet sur celui-ci, ça va être l'animation d'ateliers sport durable sur des événements sportifs, où là, on va allier une pratique sportive à une sensibilisation. Donc, on va sensibiliser justement sur les déchets avec une cage à déchets, avec le goûter de l'athlète où on fait faire ce qu'on appelle des énergivoles zéro déchet. Enfin voilà, on a plusieurs types d'ateliers comme ça. Et on a été amené à en faire sur l'Open Sport de Lyon, par exemple, sur les Pilorban, enfin voilà, différents types d'événements. Alors, aussi bien dans le local ici que aussi sur toute la France, on a une présence plus ou moins nationale. Et le dernier volet, ça va être l'accompagnement des acteurs du sport sur des projets donc MSO, sur des stratégies, sur l'événementiel. Voilà, différents types de projets. Donc, on travaille avec des fédérations, des ligues, des sports, des clubs, enfin, voilà, différents types d'acteurs. Et pour terminer, donc la présentation de l'Institut, concrètement, ça se traduit par une plateforme sport durable avec des outils mis à disposition, du temps de formation en ligne que vous pouvez suivre sur plein de thématiques différentes, des guides de bonnes pratiques, des ressources qui sont centralisées, des webinaires thématiques et d'autres outils dont j'ai déjà parlé. Et je passe la main du coup à Théo. C'est bon. Merci. Donc, du coup, moi, c'est Théo Florent. Je suis le coordinateur de l'association Football Écologie France sur la région Auvergne. Donc, comme son nom l'indique, hein, notre association focus uniquement sur le foot, mais on intervient aussi sur des soirées comme ce soir et sur des sujets très précis comme les déchets. Donc, la vocation de l'asso, en fait, c'est d'accompagner principalement les clubs, on va dire quand même l'ensemble des parties prenantes du milieu du foot, sur leur projet de transition écologique. On va le définir juste après, mais nous, on englobe dans la transition écologique pas mal de thématiques différentes, dont les déchets, mais on a aussi des questions liées à la biodiversité, aux consommations d'eau, aux tenues, équipements, à plein de choses, tout ce qui va toucher peut-être à l'environnement.
Et donc, on a 2 piliers dans l'asso. On accompagne les clubs et on fait aussi de l'animation pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et là, vous avez un petit peu un panel de photos, d'exemples concrets de mise en place dans les clubs, quand ils sont accompagnés et sensibilisés par notre structure. Voilà, ça va d'avoir des goûters un peu bio et locaux, comme c'est le cas à mon cas ici, des ballons éco-responsables, des pommeaux de douche qui changent de couleur pour contrôler la consommation d'eau dans les vestiaires, des points de tri évidemment, des actions de plantation, des cendriers à vote. On a un référentiel en interne de 300 bonnes pratiques. On n'a pas tout mis là, on a mis un peu les références, on va dire. Et c'est ce qu'on fait quand on accompagne concrètement les clubs, qu'on a un acteur sur le terrain vraiment présent au quotidien avec nos clubs pour essayer de faire en sorte qu'ils progressent sur ce terrain de. Et je laisse la balle, je crois, à toi. Merci. Bonjour à tous, et merci d'être ici. Moi, c'est Aloïs Lemour, qui est le directeur de l'Institut Sport Écologie. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, l'Institut Sport Écologie est une structure qui est rattachée à Football Écologie France et deux entités qui fonctionnent ensemble. Théo l'a présenté, a présenté l'association. Et nous, l'Institut Sport Écologie, on est un organisme de formation et de conseil qui va accompagner tous les acteurs du sport. Donc, nous, on est multisport, alors que l'association était sur le football. Et on va les accompagner vers plus d'éco-responsabilité sur les enjeux environnementaux. Comme le précise notre slogan, agir aujourd'hui pour le sport et la planète de demain. On est basé, nous, à Lyon. On a le siège à Lyon, mais après, on intervient dans toute la France métropolitaine en tout cas. Et on va s'adresser, en fait, à tous les acteurs du sport, qui peuvent être directement les associations sportives, les organisateurs d'événements. On va travailler aussi avec des relais comme les instances sportives. On va proposer, donc, comme je commençais à en parler, 3 grandes catégories d'action: la formation, du conseil et de la sensibilisation que je détaille juste après. Au niveau de la formation, on est également certifié Calliope et on va proposer de la formation professionnelle qui va s'adresser aux salariés, aux bénévoles des associations, pour les faire monter en compétences. C'est ce qu'on recherche, et de leur permettre de développer leurs compétences et de les rendre acteurs ensuite du changement, qui puissent porter ça de leur côté. On a plusieurs formations dans notre catalogue. Vous pouvez voir ici. On a aussi un autre type de formation, c'est d'intervenir auprès des étudiants, parce que c'est aussi des personnes qui doivent être non seulement sensibilisées, mais formées sous les yeux, parce que ce sont les acteurs avec des responsabilités de demain. Donc on intervient également auprès d'eux avec les écoles, les universités. On propose également donc du conseil, où on va plutôt chercher à accompagner des structures qui ont des problématiques stratégiques, qui ont des projets importants sur lesquels ils ont besoin d'aide pour trouver les réponses avec certains enjeux. Et enfin, la dernière partie, la partie sensibilisation. Donc là, c'est un petit peu tout ce qu'on peut proposer en parallèle, en côté. Comme par exemple ce soir, ce qu'on est en train de réaliser avec vous, une soirée où on débat et on parle tous ensemble d'un même sujet. Alors, des conférences, des ateliers un peu plus événementiels et des team building pour les entreprises qui seraient intéressées. Et puis je laisse la main ensuite avec Bonsoir à tous. Je suis Arthur Levisseur, je suis responsable du service environnement voirie au sein de la ville de Vénissieux. Et je suis accompagné Bilal Cara, nouvellement arrivé sur le poste de technicien environnement développement durable. Je vous représenter donc, le service environnement voirie appartient à la direction du cadre de vie. Effectivement, tout ce qui est la qualité de vie des espaces publics sur la ville de Vénissieux. Il y a 3 services au sein de cette direction. Le service espace vert, qui s'occupe en grande majorité des parcs publics. Le service éclairage public, donc qui s'occupe de l'éclairage nocturne. Et le service environnement voirie, dont on s'occupe beaucoup plus thématiques liées, certes au cadre de vie, mais plus spécifiquement sur les thématiques de mobilité, de déplacement, de voirie, travaux sur la voie.
sur les voiries, et puis sur tout l'aspect environnement, de suivi des thématiques déchets, propreté, qui sont des compétences qui appartiennent à la métropole de Lyon, mais que on suit nous, côté ville de Vénissieux, on fait des liens beaucoup entre les usagers qui nous sollicitent sur les problématiques de propreté, de déchets, d'économie, et qui ont fait le lien avec les services métropolitains. Au sein de ce service, il y a 4 techniciens qui sont chargés sur chacun de nos secteurs de gérer ces différentes problématiques et puis de porter différents projets. Il y a notamment une chef de projet développement durable qui s'occupe de l'agenda 2030. J'en ai laissé une petite pile pour ceux que ça intéresse. Vénissieux 2030, une ville humaine, durable, solidaire et citoyenne. C'est un plan d'action finalement qui a été adopté en février 2024, donc il y a un petit peu moins d'un an, qui est consultable sur le site de la ville de Vénissieux, et qui liste un certain nombre d'actions pour d'ici à 2030 aller vers plus de développement durable et le développement humain durable. On n'oublie pas l'humain finalement dans le développement durable. Il faut savoir que la ville de Vénissieux s'est engagée dès 2008 sur sur la thématique développement humain durable et a mis en place des actions depuis pour respecter, aller vers plus de neutralité carbone, limiter les déchets, faire plus de tri. L'année dernière, Vénissieux a notamment été labellisé 4 étoiles, par le référentiel du territoire engagé et cycliste. Donc 4 étoiles sur 5. Il y a très peu de villes en France, on est assez fiers, qui ont obtenu une telle note. Vous avez notamment Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille, qui ont fait une labellisation comme celle-ci, sur à peu près une centaine de villes engagées, sur le volet climat, air et environnement. Tout à fait. Et puis, globalement, la ville de Vénissieux, et plus spécifiquement le service environnement voirie, on va dire supporte, vient en aide l'ensemble des directions de la ville sur toutes les thématiques qui sont liées au tri des déchets, pardon, avec tout ce qui va être collecte, sensibilisation, même tous ces aspects-là. Et on vient notamment en support de la direction des sports sur les événements sportifs. On est en capacité de conseiller, d'accompagner les responsables d'exploitation à la mise en place d'événements sportifs et toute cette dimension de tri des déchets, peut notamment aller jusqu'à dans le cadre d'événements sportifs, des de tri, des poubelles ou des conteneurs pour les déchets qui peuvent être plus lourds. Ça, effectivement, il est très en lien avec la direction des sports. Très bien, merci. Est-ce qu'on demande peut-être Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, on aurait bien aimé faire un petit tour de salle pour identifier voilà, qui fait quoi et quel club vous appartenez, quelles sont les disciplines sportives? Voilà. Donc, ce sont étudiants et bénévoles à plus de l'écologie. La passe. Technique de voler avant, je fais dans le. Bonsoir à tous, Patrick Pratt, je suis l'ancien président de l'ENS de Vénissieux, donc avant Francis, et j'avais lancé comme chantier un agenda 21 pour le sport, et quelque part, je suis ravi de voir que maintenant il y a un agenda 30. C'est vrai, ça pas privé. Trésorière et enseignante au CNSN Karaté Vénissieux. Bonjour, monsieur la présidente du CNSN Karaté Vénissieux. Bonsoir, Hermonnette, nous avons syndicat de CNB. Vélo Club Max Marel, je suis président du Vélo Club. On va là maintenant. Bon,
C'est un Vénitieux athlétisme. Voilà, je suis en charge de santé loisirs. Julien Serre, donc aussi la président de l'émission athlétisme, président du Nicole Bénibol à la fin. Du coup, nous trois, on représente le BDS, le club de vanité athlétique. Stéphane Leuillet, Stolimite Mutuelle 525e à Saint-Priest. David Lopez, moi je suis le responsable du service des sports à la ville. Vous connaissez tout le monde. Ah Pierre, et j'ai une activité proche sur mon stage. Merci, pardon. Sur ce, je suis secrétaire général de l'OMS de Vénitieux et je n'ai pas de club sur la ville de Vénitieux. Et je suis sur l'handball en général. Monsieur Girolet, je suis secrétaire à club de l'OMS. Nous, l'anglais, je représente la natation, c'est une natation. Avec notre course, je suis de l'OMS et j'habite à Vénitieux. Directeur, président de l'Ordre Charles-Henri Royer, président de la stratégie cycliste. C'est quoi les États-Unis? C'est bon, président de la SDT Vénitieux partie basket. Jean Pernissant, trésorier de l'OMS, trésorier du club des baskets. Et derrière, c'est là. D'accord. Alors, moi, en famille déchets, on a trouvé le temps de rappeler un petit peu le contexte dans lequel on se situe. Aujourd'hui, on va parler de sport et écologie, et du coup, ça fait sens de parler des enjeux liés au changement climatique dans le sport. Et pour ça, on va vous présenter un mini-film qui est en fait le teaser d'un documentaire où je pense que, j'espère que ça va vous parler un peu, parce qu'il y a des témoignages justement de club sur leur pratique. Sur le sport 2050, est-ce que tu es plutôt positif? Je pense que je suis autant optimiste que pessimiste. En 10 ans, le glacier va perdre 160 mètres. Et c'est dans les crises qu'on arrive à évoluer, qu'on arrive à trouver des solutions. Allez. Moi, c'est Julia Arny. Je pratique le trail depuis maintenant plus de 7-8 ans. Nicolas Vandenelsken et je suis un aventurier engagé. On va faire 50 km par jour. L'objectif, c'est d'aller rencontrer des clubs pour les interroger sur la pratique du sport en 2050. Il va falloir subir ce qu'on fait subir à la planète. Le climat, c'est quelque chose qui régit nos activités, ça c'est une certitude. Il faut faire prendre conscience à tout le monde. Et c'est un travail, c'est pas un travail d'une journée, quoi. C'est un travail vraiment d'années. Je pense qu'on arrivera à trouver des manières de pratiquer de manière plus éco-responsable si on accepte que c'est différent. Bon, des petites douleurs quand même, hein. Côté gauche, ça fait mal. Ah putain. Voilà, c'était rapide, mais l'idée, c'est de commencer à avoir une première approche justement de ce qui se passe déjà aujourd'hui dans les clubs. Je pense que vous constatez déjà, dans vos activités quotidiennes, notamment ces dernières années, le sport est déjà impacté. Pour certains, c'est là-dessus. J'imagine que vous avez déjà été confronté à des annulations d'événements, de compétitions, d'entraînements. Pour diverses raisons, souvent liées des inondations, à la chaleur. Moi, je fais de la gym, j'ai fait de la gym, je fais plus depuis pendant très longtemps, dans des gymnases, à l'été, il avait quand même très très chaud, et notamment les dernières années où j'ai pratiqué, où ça commençait à être vraiment intenable, et du coup, c'est lié aussi à nos infrastructures, malheureusement, qui aujourd'hui sont pas adaptées à ces fortes chaleurs.
Et du coup, je vais bifurquer sur ces slides-là, qui sont issus du rapport du WWF sur la pratique sportive et notamment l'impact qu'on va ressentir et qu'on ressent, je trouve, déjà aujourd'hui. Et ce qu'ils ont ressorti, c'est que à partir de 32 degrés, on sait aujourd'hui que la pratique, quand même, elle est déconseillée. Donc c'est vrai que quand on part tôt le matin faire un footing à la fraîche et qu'il fait déjà 30 degrés, ben, je pense qu'on est plus trop à la fraîche. Et c'est de plus en plus compliqué de trouver du temps pour pratiquer du sport dans des conditions, on va dire, optimales. Enfin, en tout cas, ces périodes sont de plus en plus réduites. Et c'est ce que montre un petit peu le graphique sur les hypothèses à plus 2 ou plus 4 degrés. Donc à plus 2 degrés, on va perdre, je crois, c'est 24 jours de pratique. Et à plus 4 degrés, on va perdre 66 jours de pratique. Si on ne change rien à nos activités actuelles. Donc, vous l'aurez compris, toutes les conséquences sur la pratique sportive, on va le retrouver autour de la santé, autour de l'événementiel, autour de la qualité de l'air, autour de la performance. Il y a plein de sportifs, déjà, maintenant, on les voit beaucoup à la télé sur les grandes compétitions, qui sont parfois obligés d'abandonner parce qu'il fait trop chaud, ou parce que l'air est trop pollué, du coup, on ne veut pas courir le marathon pour pas mettre sa santé en danger. Donc ça, c'est déjà un peu le constat d'aujourd'hui, et malheureusement, qui va continuer de s'amplifier. Et juste avant de passer à la suite, donc là, c'était sport est impacté, et je pense que vous le voyez aussi, le sport est impactant. Et là, je vais passer... Sur, nous, on a des clubs en Ardèche, là, qui ont subi de plein fouet les inondations et qui ont vu le terrain complètement inondé et du coup qui ne peuvent plus. Alors là, on parle pas de moins 10, 9, 20 jours de pratique. Ils ne peuvent plus profiter de la saison. Et c'est en fait amplifié par le réchauffement climatique. Ces phénomènes météo qui sont très importants. Plus on va accélérer la machine et plus les événements météo seront intenses. Donc là, c'est un exemple un peu extrême, hein, mais pour te croire qu'on n'est pas touché et que on ne le sera pas en France, et encore plus dans les zones urbanisées où on a notamment imperméabilisé les sols et des grosses précipitations, et du coup, ça prend pas mal de temps. C'était juste pour rajouter un exemple un peu concret. Moi, j'ai une question. Ouais. On a dit qu'à partir de 32 degrés, la pratique est déconseillée. Mais, par exemple, on va donner le à quelle température on arrête? Est-ce que c'est une fédération? Vous pouvez nous le dire ou nous? Alors, ça doit être normalement un sujet qui doit être proposé et réglementé par la Fédé, mais en lien avec d'autres structures, j'imagine, les OMC, l'organisation mondiale. Ça n'est pas encore. Non, c'est pas maximum. Même s'il le disait, chacun est libre de pratiquer le monde, sauf en sélection. Si on a est-ce que, à l'instant T, il y a des limites? Température, on peut dépasser. Non. Okay. Non, on le voit bien avec les grands événements sportifs qui continuent d'être organisés dans des endroits où il fait très chaud. Oui, et les solutions viables, climatiser un stade, c'est pas grave. Dans le temps. Oui, ça commence à arriver. Il y a déjà certaines collectivités, des clubs aussi, qui décalent les entraînements du fait. Mais bon, ça, on sait aussi que peut-être ça va devenir problématique parce que on sait que c'est compliqué de trouver des créneaux dans les gymnases pour tout le monde. Donc, si on doit décaler tout le temps, puis il y a les entraînements à minuit. Exactement. Et puis même les jeunes, pour les enfants, voilà, c'est pas forcément les meilleures solutions. On aimerait bien, en tout cas, éviter d'en arriver là. C'est pour ça que nous, on s'est lancé aussi là-dessus. C'est qu'on est aussi des amoureux du sport. On a continué de pratiquer du sport, mais comment on le pratique demain? Même aujourd'hui, pour continuer de le pratiquer dans le temps, continuer d'organiser des compétitions, continuer de fédérer autour du sport. Donc malheureusement, on est obligé de confronter à ça. Néanmoins, le sport, comme tu le disais un petit peu Théo, fait aussi partie du problème, puisqu'on sait aujourd'hui que le sport c'est une activité humaine et que globalement c'est l'activité humaine qui favorise tous ces changements climatiques. Et donc là, je vous ai mis en photo quelques exemples. Et bon, c'est déjà un petit peu ce qu'on citait juste avant. Faire du ski quand il n'y a plus de neige, ça n'a pas de sens. Organiser des Jeux olympiques d'hiver quand il n'y a pas de neige, ça n'a pas de sens. Néanmoins, aujourd'hui, on le fait encore. Et on va encore le faire dans quelques années. Potentiellement, dans certaines stations en France où il y a des grandes chances qu'on n'ait pas de neige en 2030.
On devrait citer une prochaine compétition. On a été capable de construire une piste à moins 4 degrés, même on trouvait que c'était aberrant à Dubaï ou je sais pas où. Oui. Et on fait la même chose. Exactement. C'est inadmissible. Exactement. Donc, bon, ça, c'est la pratique de montagne. C'est vrai qu'on sait aussi qu'il y a Ouais, c'est qui va plus directement impacter à court terme. il y a 250 stations de ski qui sont vouées à disparaître pour ces raisons. Donc voilà, après ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Il y a effectivement la quantité de bouteilles plastiques qui sont jetées, principalement sur les grandes courses à pied, mais sur plein d'autres aussi. Même si on commence à avoir pas mal d'évolutions sur ce volet-là, je pense qu'on en discutera peut-être tout à l'heure. Justement, tu parlais de l'Ardèche, là, il y a le Val donc avec mon kayak, sur le tourisme, au bout d'un moment, je pense qu'on profite plus tellement de cette pratique quand il y a autant de monde, et ça va avoir aussi un impact sur ces écosystèmes-là. La distribution de goodies sur ce Tour de France, c'est des chiffres phénoménaux. Je crois que c'est 12 millions de goodies distribués chaque année, sachant que la durée de vie d'un goodie, c'est en moyenne 1h30. Ça va de la madeleine qu'on va consommer directement sur place, qui va avoir un déchet où Bob mettra une fois, le Tour de France passé, on ne mettra plus. Mais voilà, c'est pas mal d'exemples aussi sur le fait que le sport est aussi malheureusement responsable de tout ça. Un tout petit parallèle sur le tourisme pour reparler de l'Ardèche. Il y a des sites en France qu'on commence à limiter, à avoir des jauges. C'était aussi pour répondre un peu à la question de la réglementation. On voit qu'on commence à l'appliquer dans le tourisme. Et donc, je vais juste terminer après. En fait, le sport en France s'engage déjà depuis un petit moment. On entend beaucoup plus parler ces dernières années, mais il y a déjà tout un schéma de documents qui sont mis. Il y a effectivement l'agenda 21 qui a démarré. En choses intéressantes là-dedans, il y a le label développement durable du CNOSF, le Comité national olympique. Il y a le plan de sobriété énergétique du sport. Celui-là, vous avez peut-être entendu parler en 2022. Et il y a notamment aussi la charte des 15 engagements éco-responsables des événements, qui a été créée justement pour le ministère des Sports et le WWF. Et en lien avec les Jeux Olympiques aussi, ils ont créé un outil de bilan carbone qui s'appelle le Coach Climat, notamment pour les événements sportifs. Vous pouvez aller découvrir cet outil. Je l'ai utilisé dans le cadre d'un événement. C'est pas si évident que ça. Beaucoup de données. Mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir une première base quand on veut essayer d'améliorer les choses sur un événement. Donc voilà. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont encore récentes dans le milieu du sport. Mais en même temps que ça va assez vite, peut-être plus vite que dans d'autres secteurs. Il y a pas mal de labels, de chartes, de prise d'engagement, et de plus en plus récemment, donc il y a une vraie dynamique. Et nous, ce qu'on observe aussi, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dedans, c'est que souvent les valeurs du sport nous mobilisent, de dépassement de soi, travail d'équipe. On peut en avoir besoin, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur la question un peu psychosociale, comment on peut agir et tout. On peut en avoir besoin pour se dépasser et un peu changer nos habitudes. On en a pris des nouvelles vis-à-vis de l'environnement par la suite. Là, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui va du coup faire aussi un focus sur les déchets dans le sport, donc la production et la gestion. Et je laisse la main à Alice. Merci Marie. Alors ici, vous allez identifier simplement 3 types de déchets. Parce qu'en fait, en termes de sport, on va faire ressortir principalement ces 3 types de déchets qui vont se distinguer par rapport aux autres. On va avoir notamment les déchets alimentaires. Ça peut être, par exemple, comme vous le voyez ici, la saucisse au barbecue que les spectateurs peuvent se faire au bord d'une course, par exemple. Ça peut être aussi celle qui est vendue sur les buvettes, par exemple. On va avoir les déchets de type emballage. La photo est assez parlante également. Et enfin, le matériel sportif. Donc là, tous les équipements qui vont servir à la pratique. Par exemple, là, on a sous les yeux les baskets. Mais tout à l'heure, quand on vous a écouté vous présenter, on m'a fait me souvenir, notamment au niveau du badminton, je m'adresse à vous. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de volants qui sont jetés chaque année en France? Sans vous culpabiliser, évidemment. Alors, vous me restez pas parce qu'il y avait le chiffre sous les yeux. C'est assez parlant aussi. Ouais. Peut-être un ordinaire. Vous utilisez des volants à plumes, vous les remplacez pour les deux pratiques. Alors, on est en moyenne sur 10 millions de volants qui sont jetés chaque année.
Sur le monde? Non, ouais. Voilà. Là, c'est un Vanex parce que en termes de badminton, vous connaissez, l'impact d'un volant un petit peu dégradé, je pense que c'est assez costaud. Par exemple, sur d'autres sports, je pense que ça peut être un peu lent. Mais voilà, c'est assez parlant. En termes de chiffres clés aussi, ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, 70 000 tonnes de matériel sportif sont jetées en France chaque année. Également, on a 2,5 tonnes de déchets produits par une manifestation sportive, une taille de 5000 personnes en termes d'audience, en moyenne, 2,5. Dans le foot, si on fait le parallèle, le match de Ligue 1, c'est 10 tonnes de déchets. En moyenne. Pour des affluences à peu près à 25 000 personnes. On est en tonnes. Et c'est aussi qu'il y a 2,5 millions de manifestations sportives qui sont organisées chaque année en France. On fait une multiplication et on se rend compte que ça fait des tonnes fois des tonnes. Ça fait beaucoup. Voilà. Alors, ici, on a les trois principaux types de déchets qui sont affichés. Mais évidemment, dans le sport, comme n'importe où, chez vous, dans une entreprise, il y a plein d'autres déchets qui sont produits, qui doivent être pris en compte également. Il y a par exemple, les produits d'entretien, les fournitures de bureau, de la signalétique, et pas mal de choses. Et là, effectivement, on enchaîne là sur la suite. Je voulais vous faire un petit peu participer avec, entre guillemets, un jeu, un quiz. Donc, déchets ou pas déchets. Vous avez sur les lieux, alors je vais citer un petit peu tous les éléments. Mais vous avez donc des baskets, une balle de tennis, une banane, un pack d'eau, une banane, un pack d'eau et une balle de tennis. Je mets juste 30 secondes, c'est l'histoire de dire, et vous retrouvez, je vais expliquer. Voilà, le but du jeu, ça va être pour vous de définir quel élément est un déchet et quel élément n'en est pas. Au sens Bah, justement, c'est un petit peu là, toute la question, c'est à vous de réfléchir au sens qu'on vous donnez. Oui, parce que bleu, c'est plus personnel. Il y a des choses très intéressantes, c'est la France. C'est une basket, qui dit que c'est un déchet. Non, c'est ça, oui. C'est la basket suivante. Ok. C'est intéressant. Je rebondir là. La balle de tennis pour vous. Merci. Ouais. Ok, la banane. Ok. Vous avez raison. Le temps, le premier en tout cas. La deuxième banane. Ouais. Le McDo, c'est où? C'est tout des petits à long terme. Ouais, alors c'est super intéressant. Merci. Parce que du coup, c'est un petit peu ce que Léo voulait vous amener. C'est qu'en fait, définir un déchet, c'est pas simple. Et c'est pas simplement un objet est un déchet, cet objet n'est pas un déchet. Un déchet, c'est avant tout, une perception de l'utilité. C'est-à-dire, on peut dire que quelque chose est un déchet à partir du moment où on ne peut plus lui donner d'utilité. Un très bon exemple, vous avez sous les yeux, la balle de tennis, celle qui est en bas à droite, c'est possible de jouer au tennis avec. Pour tout, ce n'est pas un déchet, parce que vous lui avez trouvé une utilité. Donc, il y a cette question d'utilité et à la fois de relativité aussi, parce qu'il faut un petit peu se creuser la tête aussi pour savoir, pour trouver des idées, savoir réutiliser les éléments. Ce ne sont pas des déchets. Et puis, hop, et je parle de relativité aussi, c'est aussi pour mettre en valeur le fait que un déchet, c'est pas simplement quelque chose qu'on jette à la poubelle, dans le sens où il ne devient pas de déchet à cette étape-là. En fait, si on prend l'exemple de l'emballage du pack d'eau, je pense qu'on pouvait s'en douter au moment où on a fabriqué cet élément, que ça allait devenir un déchet. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la question des déchets, elle apparaît pas et simplement à l'étape où on jette à la poubelle. C'est quelque chose qui doit être traité bien en amont, tout au long de ce qu'on appelle le cycle de vie de l'objet. Et ça part de la conception jusqu'à la consommation, la façon dont on va acheter les choses, la façon dont on va les utiliser, puis enfin la façon dont on va les jeter puis les traiter ensuite.
c'est un petit peu là où je voulais vous emmener. Et pour la petite anecdote, je vais finir là-dessus. Le deuxième élément, en fait, tout le monde a eu tort, ce n'est pas un déchet, parce que c'est une photo que j'ai trouvée sur le site de Balenciaga. Et c'est des chaussures qui sont vraiment vendues comme ça. Voilà. Maintenant, si on parle de déchets, on s'intéresse aux impacts qui sont générés. Et ici, on affiche quelques exemples, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Et là, on affiche quelques-uns, qui sont un petit peu les premiers auxquels on peut penser. Un déchet, tout d'abord, ça va avoir un impact au niveau de la pollution de l'air, du sol, ou de l'eau encore. C'est ce qu'on retrouve. On a affiché les objectifs de développement durable qui correspondent, c'est les petits carrés que vous pouvez voir, qui sont numérotés. Il y en a 17, si vous voulez en apprendre plus un petit peu. Je vous laisse rechercher ensuite sur Internet, mais voilà, ça fait un lien avec les objectifs de développement durable. On va retrouver aussi des problèmes sanitaires, forcément. Les photos qui illustrent un petit peu tous les propos. Quand on parle de déchets alimentaires, forcément aussi, on s'attaque à la question du gaspillage. Et donc, les impacts, ils sont pas simplement environnementaux, ils sont aussi sociaux, en termes de santé également. Et autre impact, évidemment, le dérèglement climatique. Là où je voudrais creuser un petit peu plus, je vais prendre un impact, c'est celui de la pollution de l'eau. Alors, je prends seulement celui-là parce que sinon, on va en parler pendant une heure. Mais si on développe, qu'on creuse un petit peu la question, on dit que les déchets, ça crée de la pollution de l'eau. Mais concrètement, qu'est-ce que ça entraîne après? Parce qu'en fait, on voit on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont des conséquences de tout ça. Alors, par exemple, un déchet qui va se retrouver. Ah, pardon. Allez-y. La microplastique, peut-être que j'ai pas entendu. Oui. Ça correspond à l'ordre hiérarchique, on va dire, d'importance de pollution. Non, les numéros que vous voyez sur les petites étiquettes, c'est simplement les numéros choisis, je dirais, par l'ONU pour classer les objectifs de développement durable. Sachant qu'il y a d'ordre hiérarchique. Ouais. Donc, 17. Ouais. Si on s'intéresse plus précisément à la pollution de l'eau, déjà, je vais vous redonner un petit peu de contexte également. Il faut savoir que 80% des déchets qu'on va retrouver dans les océans proviennent de la Terre dans le sens des espaces terrestres, pas maritimes. Ce qui veut dire évidemment dans le cas du sport, que quand on va vouloir parler de déchets dans les océans, ça va être bien plus large que les clubs de voile ou encore les navigations. On va penser à l'exception des sports. Ça, c'est notamment dû au fait que il y a un déchet qui peut être abandonné. Il peut être abandonné à l'air libre avec le vent. Il va se retrouver dans les fleuves. Il va aboutir dans la mer. Il y a tout le système également des eaux usées. On sait où ça aboutit. Il y a plein de raisons à tout ça. Et il y a aussi un autre élément important qui donne du contexte en termes de pollution de l'eau, c'est que on connaît pas mal de continents sur Terre, mais il y en a qu'on connaît un peu moins. C'est les continents de plastique. Et par exemple, non, il y en a pas qu'un, il y en a 5 en tout. Il y a un continent de plastique qui est bien connu, c'est au niveau du Pacifique et qui mesure 1,6 million de kilomètres carrés. Je peux vous interrompre? Oui. Je vois pas de lien avec le mouvement sportif de votre propos. Oui. Peut-être que je suis pas dans le coup. Non, pas du tout. En même temps, et je vais préciser ça, effectivement. Donc, 1,6 million de kilomètres carrés pour le continent de plastique. Et en fait, tout ce que ça peut générer ensuite, ça peut se retrouver évidemment dans la faune et la flore dans les océans. Ensuite, évidemment, dans notre alimentation, ça peut avoir des impacts sur le tourisme. Et au niveau du sport, également, si on prend toutes les compétitions qui peuvent se dérouler dans l'eau, c'est comme tu peux le dire tout à l'heure, quand un événement est impacté par les événements climatiques, les inondations ou par les chaleurs extrêmes, et ben avec les déchets,
c'est la même chose. Les déchets ont un impact directement sur la tenue des événements sportifs. Après, si je peux me permettre de répondre un petit peu à la question aussi, c'est que en fait, la finalité, c'est que le sport, par ces événements dans sa pratique quotidienne, il va aussi générer un certain nombre de déchets. On voyait l'exemple des bouteilles plastiques. Par exemple, je crois que sur les 4 plus grandes courses parisiennes course à pied, c'est 12 millions de bouteilles en plastique jetées par terre. Donc en fait, ça rejoint ce que Aloïs disait sur la pollution plastique qui va être du coup liée à nos activités sportives. Parce qu'on va créer du déchet. Quand on organise une buvette, on va créer du déchet parce qu'on va avoir des assiettes en carton, des gobelets en carton, même si l'éco-cup se développe quand même de plus en plus. Néanmoins, on a quand même cette production de déchets qui est quand même assez conséquente, pardon, et qui du coup va avoir les impacts que citait Alex Attali. De par le du sport, ça fait par en volume, si on met tout bout à bout, et celui malheureusement aussi. C'est ça, oui, global. J'entends. Voilà. Mais dans ces proportions-là, je fais un peu déposer. Oui, tu as fait des petites. Après, justement, on va faire le Ouais. C'est aussi ça. Et ben justement, on va continuer avec l'association. Donc là, l'idée, c'était juste de vous redire aussi que vous, dans vos pratiques, on les a catégorisés, hein, les déchets. Ça peut être généré par des spectateurs qui viennent voir vos rencontres. Ça peut être généré par vos sportifs, par vos licenciés qui peuvent acheter certaines choses à la buvette ou ramènent des gourdes ou des bouteilles qui malheureusement laissent sur les lieux de sport. Et ça peut être aussi, on n'y pense pas forcément de prime abord, du matériel de sport en fin de vie. Notamment, je sais pas, les runners sur l'athlétisme, je sais plus. Les chaussures, mais peut-être pas sur les chaussures techniques, mais d'athlétisme. Les pointes, ouais. les gens pris depuis de nombreuses années. Quand les enfants, notamment les ados, changent souvent de pointure, les pointes, ils ont peut-être mises 3 fois, ils nous les rapportent au club, elles sont réutilisées instinctivement. En tout cas, vous avez déjà un petit monsieur, mais c'est justement pour illustrer le fait que le déchet, il est vite généré. C'est une bonne idée parce qu'on a souvent des gamins, leur première pointe, avant d'acheter leur propre pointe, s'ils continuent dans l'athlétisme, c'est d'utiliser des paires de pointes pour après. Simple comme ça. Et sans... On en parlera tout à l'heure sur les petites solutions, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que les déchets peuvent dans un être produits à différents endroits. Et il y a aussi une distinction intéressante à avoir en tête pour vous, c'est qu'il y a bien distingué, et vous en avez parlé aussi tout à l'heure, la gestion des déchets au quotidien, entraînement et matchs récurrents, et la gestion des déchets un peu exceptionnelle sur des gros événements. Où là, il est finalement peut-être mettre en place un dispositif un peu différent pour collecter un volume de déchets inhabituel et souvent beaucoup plus important. Voilà. Donc c'est juste, je voulais faire un petit point là-dessus, un petit focus, dire que les solutions qu'on va envisager vont être différentes si on se trouve dans une configuration un peu quotidienne, ou événement un peu. Et donc, il y a un cadre réglementaire aussi, donc je ne sais pas si vous voulez en parler. On va en parler. Allez-y. On va voir le sport en tant que, on va dire, activité populaire, partagée, commune, je ne sais pas quel terme forcément trouvé, génère un certain déchet de problématiques et on va dire un impact environnemental plus globalement significatif. Donc on doit essayer, et c'est l'objet c'est l'objectif des dernières lois qui ont été votées, faut essayer effectivement d'intégrer les politiques du rôle dans les pratiques. Globalement, avant de parler de la loi je ferai qu'il a eu effectivement sur quelques occasions, mais par exemple sur les obligations pour les acteurs du sport, par exemple, pour les collectivités territoriales qui, en premier lieu, peuvent agir sur les critères écologiques, sur la construction des bâtiments,
notamment des équipements sportifs. À Vénissieux, on a un exemple avec la construction en ce moment de future piscine de l'Aune sur le plateau des Navettes. On a un équipement polyvalent aussi qui est en train d'être construit très au même endroit. Des obligations de plus en plus, on va dire, pour les fédérations et les clubs sportifs, c'est-à-dire que certaines collectivités imposent, on peut dire ça comme ça, certaines normes environnementales ou certaines pratiques environnementales, certains comportements, dans l'attribution des subventions aux clubs et aux associations sportives. Puis à l'échelle, on va dire, de chaque club, chacun est plus ou moins tenu d'encourager la réduction des déchets et puis d'encourager une certaine forme de valorisation et de limitation de l'empreinte un peu globale pour les événements sportifs. Un des exemples, c'était typiquement les Jeux olympiques. Si on passe à la loi AGEC, alors il y a beaucoup de lois qui parlent de la maîtrise des déchets, il y a beaucoup de lois qui parlent de réglementation locale, nationale. Alors, j'en ai fait une, parce que sinon on est là jusqu'à minuit. Celle, donc, la loi AGEC, c'est une loi qui est assez récente, c'est une loi de 2020, qui globalement agit sur le gaspillage, agit sur l'économie circulaire. C'est une loi qui va permettre globalement d'agir sur 5 axes. De sortir du plastique jetable. L'idée, c'est de réduire le plus possible l'usage du plastique à usage unique, de mieux informer les consommateurs, donc les usagers qui viennent, si je prends un exemple très contextuel ici, sur les usagers qui viennent dans les clubs sportifs, qui viennent dans les manifestations sportives, de lutter contre le gaspillage, de favoriser le réemploi secondaire, d'agir contre l'obsolescence programmée, de mieux produire, en tout cas produire différemment, avec des normes environnementales qui respectent un petit peu plus la planète et les écosystèmes. Globalement, au niveau de la ville de Vénissieux, je vais parler de ce que je sais, nous, on agit plutôt sur le troisième axe, donc la lutte contre le gaspillage, c'est favoriser le réemploi solidaire. L'idée, c'est finalement de comprendre comment est-ce qu'on peut lutter déjà contre le gaspillage, de comprendre ce qu'est le gaspillage et de bien identifier les différentes sources de gaspillage, de prendre finalement des lignes de démarrage. Comment est-ce qu'on peut faire? L'idée, c'est de plus considérer que finalement les déchets, ces déchets soient plus considérés comme un tout venant, mais comme quelque chose de revalorisable, quelque chose qu'on peut éventuellement réutiliser, mais en tout cas quelque chose qui a perdu son usage principal, comme on disait tout à l'heure, et de chercher à valoriser, de chercher à trouver un nouvel usage. La loi, la loi Jacques, elle nous dit maintenant, puisqu'elle m'oblige à généraliser finalement le problème de tri et les emballages dans l'espace public. C'est ce qu'on a fait sur Vénissieux, notamment en lien avec la métropole de Lyon, qui a nettoyé des poubelles de tri, à la fois des tri de biodéchets, mais aussi sur l'espace public, tout à fait. Donc, globalement, c'est ce qui se passe sur Vénissieux. On va dire sur la partie code de l'environnement, j'ai retenu trois éléments qui peuvent effectivement être intéressants, notamment dans les thèmes des éléments sportifs. C'est l'obligation de tri à la source. C'est-à-dire que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais pour faciliter la valorisation des déchets, déjà identifier d'où viennent les déchets, et puis travailler sur le tri dans le cadre des éléments sportifs, le tri des biodéchets, le tri des emballons, et puis le tri des déchets qui peuvent éventuellement être produits. Le deuxième élément qui se trouve dans le code de l'environnement, c'est la responsabilité élargie des producteurs, ce qu'on appelle la REP. C'est-à-dire que les fabricants de déchets doivent
financer finalement la gestion des déchets qui sont issus de la production. Avec des filières spécifiques, des filières notamment électroniques, des filières non-emballage, des filières textiles, toutes sortes de filières qui permettent de vraiment d'agir plus globalement sur la gestion des déchets après leur production. Puis le dernier élément, c'est l'interdiction du mélange vraiment des déchets dangereux, où les déchets dangereux doivent être absolument séparés et traités de manière un petit peu différente pour favoriser leur recyclage. Pour leur élimination de manière sécurisée. Alors après, dans les événements sportifs, il n'y a pas trop de déchets dangereux, exclusivement, enfin pas du tout même, je pense. Ce qu'on va trouver dans les établissements sportifs, c'est principalement des emballages, tout en sachant que sur mon ancienne collectivité, j'ai un habit de Lyon, et également on assistait à une opération de cabinet de conseil, et on avait autopsié une poubelle. Bah, c'est pas le présent, oui, mais je que 85% d'une poubelle d'un gymnase ou d'un stade, 85% de son contenant, c'était du triable. Et 85% de la poubelle grise qu'on avait retrouvée, qu'est-ce qu'on avait retrouvé? De la bouteille cristalline, de l'emballage Sodebo, enfin, pour pas citer tout à l'heure. Et je suis bien pour moi, je suis pas nutritionniste, mais effectivement, l'action est à faire. La loi cadre plutôt bien tout ça, effectivement. Si je peux juste vous donner un tout petit exemple, parce que la loi AGEC, vous la connaissez, je pense. Anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il me semble c'est bien si vous fréquentez ces établissements-là, c'est mon cas, mais parfois ça vous arrive d'aller dans des McDonald's. Vous avez peut-être pu remarquer qu'avant il y avait des pots jetables, maintenant ils ont remplacé par la vaisselle en blanc. Ça, c'est contraint par la loi AGEC, qui vise à progressivement, d'ici à 2040, à faire en sorte qu'on sorte de tout le plastique et tous les emballages réutilisables. Ça avait été un problème au début parce que les gens récupéraient cette vaisselle, et en fait, pour en faire froid, ça redevenait un déchet. Et alors que ça avait posé un gros problème, les gens faisaient une espèce de pression. C'est quelque chose qu'on était normalement tout à l'heure sur l'aspect de conduite du changement. Il y a toujours des choses négatives qu'on retrouve. En fait, on croyait que ça allait être instrumental, au final, c'était l'efficacité du milieu. C'est un peu. Alors, concernant les consignes, effectivement, on va être très bref là-dessus. Mes collègues m'ont déjà exprimé tout à l'heure. Donc, je vais commencer à en parler. Concernant ce qu'on trouve dans un établissement sportif, que ce soit un gymnase ou un stade, j'ai envie de dire, la majeure partie de ce qu'on peut trouver, ça reste du triangle. Il nous faut maintenant installer, j'en parlerai après, il nous faut maintenant installer des dispositifs de tri sur les établissements sportifs vénitiens. C'est ce qui manque. Je pense que il y a beaucoup d'enfants. J'ai vu là où ça fait mal. Vinicius, c'est quand même parce que maintenant les gymnases qu'on va utiliser, on va avoir différentes poubelles. Alors, c'est pas toujours évident parce que la photo est dessus. Quand les gens lèvent le couvercle, il n'y a plus le modèle. Donc, ce que j'avais fait pour essayer de faciliter, j'avais collé un exemplaire de chaque élément qui pouvait rentrer dans cette poubelle. C'est bien de soulever ce point. C'est d'harmoniser les pratiques sur l'intégralité des établissements vénitiens. Et de discuter ensemble de ce qui peut se faire ou pas. Vraiment d'harmoniser les pratiques et de travailler en coopération en lien avec la direction des sports qui, elle, est très volontaire. Mais pour en revenir au rappel des consignes, c'est vraiment de favoriser le prix, la bouteille plastique, l'emballage alimentaire. Quand je dis emballage alimentaire, je reprends l'exemple du Sodebo, le plastique ou l'emballage carton. Tout ça dans la poubelle à flux jaune, ce qu'on voit généralement dans le flux jaune, mais qu'on va devoir mettre en image. Et finalement, très peu de déchets non revalorisables. Ce qu'on trouve en non revalorisable dans un établissement sportif, c'est peut-être un mouchoir usagé, des straps,
restreint, effectivement. Tout ce qu'on utilise, on essaie d'hygiène, on va mettre pas d'autre. Et usage unique. Il y a que celles qui vont, voilà, exclusivement. Mais je pense qu'il y a une conscience sur justement trier les déchets, mais le problème parfois c'est la saturation du réceptacle. Tout à fait. Du coup, après derrière, qu'est-ce qu'on fait du surplus? C'est l'idée du travail tripartite, et j'ai envie de dire d'une association en elle-même, la direction des sports, et nous, il faut trouver un mode de fonctionnement adéquat qui est adapté pour chaque site, pour chaque sport. Là, l'idée, c'est limite de faire tout en étant harmonisé, mais vraiment du cas par cas en fonction du sport. On parlait tout à l'heure du gros événement. Là, c'est différent, mais c'est un sport qui génère le déchet. Ouais. Ça a quand même nécessité une fois. Oui, j'ai volé différents sur les sites. Notamment, moi, j'ai fait aussi le gymnase Micheline Ostermeyer, c'est ça? Du gymnase Gévrel, qui a un mode de fonctionnement totalement différent, mais c'est en soi un gymnase. Voilà. Donc, il va falloir trouver un mode de fonctionnement à trois. C'est de réduire à la source les déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit, comme effectivement. Voilà. Ce qui est pas plus Ça. c'est pour les Tout en sachant que pour la... Tout en sachant si le Mais non, on est dans l'écologie. Quelque part, et je pense pas que c'est le message que vous voulez passer ce soir. Ah non, pas du tout. C'est cher. La ville met à disposition faire le tri. Et puis les utilisateurs, pardon, les licenciés peuvent aussi être sensibilisés. Chacun fasse sa part du job. On va faire un retour, si je peux pas améliorer, nous, oui, surtout. Basket, mais je pense qu'il y a la même chose là, donc sport co, date, compétition, c'est des compétitions de sport cyclette. Clairement, moi, je pars avec la salle à la fin du compétition. Il y a celui qui fait le droit. C'est parce qu'on vous donne pas encore Ah non, mais je le comprends tout à fait, je l'entends pas. Ceux qui vont être près des bancs voilà, donc C'est l'objet de cet échange. Dans l'équipe. Il y a de l'accès, il y a de la com sur les faits, ça peut éviter l'utilisateur de c'est déjà Tout en sachant qu'il y a un autre enjeu, mais là, il est plus financier, dans le sens où tout ce qu'on ne trie pas, le contribuable le paye. L'idée, c'est j'allais dire d'alléger les taxes, mais c'est vraiment une action collective. Tout ce qu'on peut trier, c'est ce qui nous fait éviter de payer une facture plus lourde. Et quand je dis on, c'est le contribuable. On essaie d'accélérer un tout petit peu, parce que sinon, au niveau timing. Ouais, surtout et positionner du coup le service du sport. Parce que je suis d'accord en fait avec ce qui a été dit, à la seule limite quand même, et je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache à notre petite zone. C'est que je pense qu'ici on est tous convaincus de ce qu'il faut faire, et je pense que c'est individuellement. Et en fait, la réalité, même si on met des poubelles de tri, ça n'est pas suffisant. Et en fait, il y a quand même des gens qui, et même si on met des applis, parce qu'on a essayé de le faire aussi avec les Kinesam, j'allais dire, la seule solution, c'est de mettre un bénévole devant chacune des poubelles. Voilà. Et c'est répressif, mais bien quelque chose de constructif et quelque chose de tout contraignant. Je suis désolé, il va falloir qu'on se dise les mots. Ce sera pour tous les organisateurs et même pour le service des sports. Quelque chose de contraignant, mais de manière positive. Il va falloir qu'on change d'habitude et même si, enfin, l'idée, c'est que aussi, se dire, nous, rien que de nous mettre des poubelles de tri jaunes, noires, etc., ça ne suffira pas. Il faut peut-être faire de la prévention. C'est sûr.
Et je pense qu'on a beaucoup de découvertes. Et donc, les questions aussi au niveau de la Fédé, il y a interdit, parce qu'avant, Oui. c'était une obligation de fournir. Et alors, on fait C'est que dans le basket. Témoigne aussi, alors c'est un gros événement, mais pas non plus si gros par rapport à des Jeux olympiques, etc. J'ai fait partie de l'équipe bénévole pour trier les déchets. Malgré tout le dispositif qu'on a mis en place, il faut refaire du tri vernis systématique parce que effectivement, je pense que les gens sont sensibilisés chez eux, mais en dehors de chez eux, pas forcément. Donc c'est vrai que ça nécessite du temps, de la sensibilisation, de la formation, parce que effectivement, je n'aurais pas forcément suffisamment de bénévoles pour faire ce travail-là. Mais bon, voilà, je pense que c'est aussi un travail malheureusement je sais pas, de longue haleine, en tout cas, pour commencer à instaurer ces habitudes-là auprès des licenciés, des spectateurs, principalement. Donc, juste pour accélérer un tout petit peu, on va vous tester. Normalement, vous allez vous rendre compte que vous savez faire des exemples de déchets que vous trouvez dans les lieux. Et on va vous proposer des poubelles, plusieurs choses comme ça. C'est nous. Donc, par exemple, pour un style. C'est des chibottes pour la poubelle noire. La poubelle jaune. Chibottes pour les biodéchets. Ok. C'est effectivement une poubelle noire, on l'a dit. Pour des raisons d'hygiène, quand on utilise sur un pansement, un strap, un mouchoir, c'est vous surtout qui vont la poubelle noire dans votre cerveau. Oui. Tout ce qui est touché, moi j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, c'est même dans des problèmes spécifiques. Alors, dans le milieu hospitalier, oui. Alors, c'est glacier, bon, c'est une autre chose. Mais voilà. Après, tout le monde aille juste. Non, mais non. C'est le seul déchet que vous auriez à mettre dans votre semaine. Si je vous dis maintenant, parce que ça peut concerner certains clubs, des mégots de cigarettes. Autre proposition, peut-être? Alors, on mégote pas, là. Ouais, dommage. Ça peut, soit je sais pas, effectivement, je pense que dans les spectateurs et tout. D'accord. Alors, il y a ça, c'est que s'il n'y a pas de filière de recyclage et d'envoi, s'il était évoqué spécifique pour les mégots, parce que c'est peu recyclé, il vaut mieux le mettre dans la poubelle, non, que ce soit incinéré, enfoui, dans la chute, et encore moins les mettre plus tard parce que ouais, c'est surtout le déchet dans lequel on parle. C'est ça, c'est C'est pour ça que un litre d'eau, c'est plus en égo. C'est 500 litres aussi. Ben voilà, comme c'est une question mégot, et peut-être un dernier, les baskets, matériel de sport. Alors, je mets la main, je vais pas le nom. Les baskets. Poubelle jaune. Ouais, ça. Filière spécifique, c'est bien. Il y a une recyclerie sportive à Lyon, et la cette qui va ouvrir le ça, c'est des filières qui sont hyper intéressantes. Ou sinon, dans les bourses, ouais. C'est sûr. Ouais. On parlait de filière B tout à l'heure, mais filière maintenant sur les articles de sport et loisirs, qui s'est créée depuis 2 ans avec Écologique. Alors, Écologique existe déjà depuis très longtemps, mais ils sont positionnés sur les articles de sport. Et maintenant, vous avez vraiment des filières de recyclage, de réemploi et de préparation des articles de sport. Eux, leur rôle, ça va être de remettre en lien l'article que vous allez déposer avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire derrière, comme la recyclerie sportive de Lyon, par exemple, qui, elle, va revendre à des prix solidaires si c'est en état, préparé pour revendre, et si ça ne l'est pas, ça part dans les centres de tri, c'est revalorisé. Comme c'est. Ouais. Oui, de toute façon. Ça.
Et c'est moi là que vous allez voir sur le site. Vous pouvez retrouver aussi globalement la géographie sport, et il y a de plus en plus d'acteurs collectifs, que ce soit des comités, des ligues, qui commencent à décider, qui commencent à faire des partenariats avec collecter de Alors, dernier exemple, bah, le fameux pot de yaourt après le match, avec la cuillère en carton, je pourrais mettre où? J'aurais. Qui vote pour la droite? Poubelle jaune? Ouais. Autre? C'est fait, c'est poubelle jaune. Les petites minutes, maintenant, c'est bon. Maintenant, il y a plus besoin d'éliminer. C'est ça qu'il faut finir. C'est ça le truc dans la poubelle jaune. Ouais, faut séparer au maximum les éléments. Surtout ne pas imbriquer des éléments entre eux. Typiquement, mettre dans un paquet de chips à partir de ça, malheureusement, ça va être refusé, ça partira dans les filières de manager. C'est structuré. Et du coup, l'idéal, c'est de juste une vrac dans les poubelles prévues à la et donc, on va commencer. Ouais, tiens. Donc là, vous avez en fait un petit graphique qui représente votre club, avec tout autour de votre club, toutes vos parties prenantes. Donc l'idée, c'est que pour vous, ça peut être intéressant de comprendre que vous pouvez agir, mais vous êtes tout seul, vous n'avez pas le monde autour de vous. Et mettre en place des projets pour améliorer votre gestion des déchets, vos achats, vraiment progresser de manière générale sur l'écologie, les transitions écologiques. Vous pouvez en fait faire appel à plein de parties prenantes différentes. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait un rappel. En fait. Ça peut être des bénévoles. Créer une commission de bénévoles intéressés par ces sujets d'avenir, souvent dans les clubs. Ça fonctionne bien. Au bas, apparemment, c'est déjà le cas. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Ça peut être des collectivités, on en a parlé, le fait de se mettre autour de la table et de se dire, OK, voilà, qu'est-ce qu'on met en place comme gestion des déchets en local. Ça peut être des partenaires aussi, de plus en plus. Nous, on remarque, globalement, des partenaires qui, on est plus trop sur le schéma un peu l'ancienne, à mettre le nom sur un maillot ou sur un bord terrain. Des projets comme ça, c'est quand on a passé ces points. Et renseignez-vous sur votre territoire, il y a forcément des acteurs qui sont d'ailleurs dans ce secteur d'activité ou pas, mais qui seront sensibles à ces engagements pris par votre club. Et ça peut vous faire des ressources supplémentaires, etc. Donc voilà, ça peut être plein de monde différents. Et là, on le voit pas très bien, mais c'est un schéma, c'est la petite touche un peu psychosociale, pédagogique, etc. De lâcher prise. Quand on fait un projet de scientifique de changement, la première réaction, et on en a eu quelques-unes ce soir, mais c'est naturel, c'est de tout de suite mettre le pied sur le frein et de dire, il y a ça peut être pratique, etc. OK? Et il faut l'arrêter, il faut l'écouter, mais pour autant, il faut se démotiver là-dessus. Et peut-être que dans vos petits plans, que vous allez présenter ces projets-là, vous allez être confronté à ce genre de réaction. Maintenant, c'est pas grave si vous n'avez pas tous les bons arguments, c'est de la bonne façon de faire. Essayez quand même de garder ce cap-là et sachez que avant de réellement changer d'habitude, il faut, pour certaines personnes, qu'il vous faut le message. Un événement qui nous déclenche le déclic, chacun a nos leviers et nos motivations. D'ailleurs, ça fait la transition sur la prochaine slide. Donc, en fait, ça peut être pour plein de raisons différentes qu'un club se gage sur le volet environnemental et écologique global. Donc là, nous, on les catégorise dans 4 grandes familles. Pour des raisons économiques, voilà, qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce qu'on fait des économies quand on achète des éco-cups plutôt que des contenants jetables? A priori, oui, surtout si c'est financé par un partenaire. Ça peut être des enjeux sociaux. Voilà, c'est votre club qui est très engagé sur un ADN très poussé sur l'éducation de ces jeunes. Ça peut faire partie des projets que vous pouvez mettre en place. Une catégorie sur les humains, je vais parler, c'est intéresser peut-être des personnes qui n'étaient pas encore bénévoles chez vous, qui pourraient le devenir parce que c'est des projets qui les intéressent. Ça marche bien. Et c'est un peu le bénévolat 2.0, hein. C'est intéresser les bénévoles qui participent à la vie de notre groupe. Pas juste leur dire, voilà, il faut qu'on fasse ça. Qu'est-ce qui vous intéresse? OK, vous êtes intéressé par ces sujets environnementaux, ben, venez, on monte un projet. Ça peut être l'idée. Et après, évidemment, les raisons sociales, j'ai certainement avec d'autres raisons pour aller mobiliser plus de partenaires, valoriser votre club, être labellisé, etc. Et je refais juste un petit focus sur le levier économique parce que c'est quand même le nerf de la guerre et on est bien au courant de ça. Et nous, on a aussi bien évidemment l'habitude d'être confrontés à ce genre
de réflexion quand on accompagne des clubs. Sachez que ça peut vous être bénéfique de vous engager sur ces thématiques en plein d'égards. Bon. Donc là, pareil, vous a remis un petit peu les différentes catégories. Donc, tout simplement, réaliser des économies. Donc, moins acheter de consommables jetables, ne plus acheter de bouteilles plastiques et faire en sorte que chez Clotilde et Sagourde, bah, moi, j'ai l'exemple en tête de la Buchère, de club de foot. Ils en achetaient pour 4 000 € par an, quand même, bouteilles plastiques. Quand ils ont juste incité leurs jeunes et leurs utilisateurs à venir avec la gourde, bah, finalement, ça fait un billet de 4 000 € économisé dans la compta. Plus pas. Tu transformes des peintures. C'est vraiment la transition. La photo, là, c'est de pelouse synthétique ou c'est une pelouse de rivoine? Question politique, mais c'est pas possible, parce que ça m'intéresse. Le fait de répondre à des appels d'embauche, des concours, des subventions dans les conventions aussi. Il y en a de plus en plus. En ce moment, il y en a un qui est, c'est un peu 2024. Si vous avez évidemment des projets un peu éducatifs et sur l'environnemental, et pour les clubs de sport, si vous avez évidemment, je le répète, des projets bien prêts, vous allez plusieurs milliers d'euros à l'échelle. Il y a plein de choses que vous pouvez mobiliser. En local, il y a la métropole qui peut subventionner, la ville, je sais pas, parce que je peux renseigner auprès de vous, mais voilà. C'est juste ça. Enfin, parce que les projets, ils sont ça. Donc, en fait, on ne sait pas forcément, il y a plein de possibilités, plein de leviers à utiliser pour faire financer ces actions. Voilà, pour faire valoriser un projet que vous avez mené sur ces questions. Ouais. Puis même regarder côté département, région, finance aussi des projets. Et je voulais dire, niveau aussi partenaires, en soi, il y a pas mal d'associations qui sont intéressées par lier les déchets ou d'autres, en soi. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Aremax, qui sur nos événements vont venir juste lier les déchets et sensibiliser les participants sans que vous n'ayez pas à mettre des bénévoles. Pour vous, c'est plus simple. Pour eux, c'est leur levier d'action à eux. Ouais, Paul, c'est l'asso qui gère notamment les nuits sonores, les grands événements lyonnais, c'est eux qui gèrent la gestion. Vas-y. Les misères autour, Ouais. ça génère une quantité de poubelles, mais enfin, moi j'ai halluciné voir qu'on n'avait pas la possibilité d'en faire le tri. Ça faisait une montagne de sacs poubelles, quoi. Et enfin, pour moi, c'est impensable. Et on n'avait pas les moyens après. Il faut qu'il y ait un accord. Non, c'était pas sur l'émission. Non, sur l'émission. Je ne sais pas si. Je sais pas si l'émission est tout blanc et que l'autre. Jamais. Non, Je pense que tout le monde est un peu même problématique. mais voilà. Plein de bonne volonté pour faire un tri. On se rend compte encore quelques fois. Normal, hein, C'est logique. Hein. Il faut savoir s'outiller, il faut savoir se faire un conseiller, c'est plein de projets qui faut le descendre, c'est possible, je sais pas. On va terminer par des exemples de bonnes pratiques de clubs et d'une collectivité. Alors oui, moi je prends juste un exemple, parce que par exemple, je travaillais avec des assos, je travaillais à la ville des herbiers en Vendée, je sais pas si vous connaissez. Et puis du coup, vous connaissez peut-être, oui. Et du coup, il y a un projet un peu innovant qui avait été fait dans le service des sports. L'idée avait été justement de retirer carrément toutes les poubelles, tous les sites de sport. Alors, prenez évidemment en sensibilisant, en accompagnant pardon, toutes les structures, et ensuite de responsabiliser chacun face à sa production de partir du principe que c'est comme quand on va à la plage, à la montagne, c'est parfait. Je ne dis pas que les gens fassiez ça, mais que ça a fonctionné aussi, parce que les gens étaient hyper engagés, et qu'on a mis aussi les moyens pour réussir ce Ouais. Après, c'est des exemples de petites actions qui adoptent le club, qui font partie de notre collectif. Donc, il y a par exemple le club de basket Eiffel Basket à Paris qui a créé un pôle zéro déchet grâce à un budget participatif. L'Asvel Athlétisme, que vous connaissez peut-être parce que c'est sur le territoire, a remplacé sa vaisselle jetable par du réutilisable sur un cross. Je pense qu'ils ont même enlevé tout ce qui était urbanisme. Oui, là, je l'ai présenté après. Ils travaillent avec Population, qui est une asso aussi lyonnaise,
Ou en devenant adhérent, je crois que c'est un truc quand même assez symbolique, vous pouvez leur emprunter du matériel de balisage pour les courses et les compétitions. Les années de détail pour la place de zéro déchet, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Alors, j'ai pas tout le détail là, en tout cas écrit, mais ça va être remplacer la vaisselle par du réutilisable, ça va être mettre de l'éco-cup, ça. On le voit faire en ce moment. Et ils ont été chercher du coup le budget pour financer avec le budget participatif, voilà, pour remplacer un peu leur production de déchets, quoi. Donc c'est la clé. L'autre chose intéressante qui est en cours là sur la métropole de Lyon, c'est qu'ils sont en train de mettre en place un dispositif de prêt de vaisselle pour les événements réutilisables. Donc essayez de suivre ça de près parce que ça va bientôt sortir et j'espère que le monde sportif pourra en bénéficier. Et je crois que c'est utilisé, il y a les poubelles aussi. Ouais. On peut passer juste après. Donc ça, c'était plus de partie déchets de restauration. Et sur le matériel sportif, il y a quelques clubs voilà, qui ont mis en place certaines actions. Aussi sur la réduction pour faire justement pour allonger la durée du matériel et éviter de renouveler trop souvent. Donc le club de water-polo de Lyon est passé par une entreprise qui est un peu plus responsable et qui a des matières qui sont plus dans le temps et qui sont fabriquées en Europe. Le club d'athlé de Nice utilise des tenues recyclées avec la marque Nolt, qui est du coup une marque qui s'engage aussi là-dessus, avec des matières volantes. Il y a le comité de gym volontaire du Rhône aussi qui a organisé justement les collectes de matériel avec associé du coup à des vides-greniers et au profit de Téléthon, au profit aussi de leur club et de leurs adhérents. Le dernier exemple ici, c'est du coup le club de badminton de Lyon qui du coup collecte ces volants et les envoie à Vaux Plume, qui est une société qui revalorise les volants de badminton. Donc là, ils étaient, je crois, en 2023 à 12 000 volants collectés. Je ne sais pas leur dernier chiffre. Oui. On revient du coup en levier économique tout à l'heure. Si vous avez un point. Ouais. Après, en collecte de sport qui ne coûte rien, effectivement, il y a la filière écologique dont on parlait tout à l'heure, le comité du Rhône a pris en main le sujet et a décidé de financer des boîtes de comité de rugby, de financer des boîtes de collecte et qu'ils ont installées dans les clubs, notamment dans les clubs à Rousse. Et derrière, on sait la filière qui récupère les ballons usagés. Tribal Foundation, j'en parlais. C'est spécifique trail et course à pied, hein, mais en tout cas, ils ont du matériel qui peut vous prêter. Et la recyclerie sportive, on en a déjà parlé aussi tout à l'heure, qui peut récupérer du matériel. Voilà, j'avais un petit quiz, mais vu le temps, je pense qu'on va passer directement à une questions. Il y a encore une dernière information. Concernant les objectifs de l'ONU, donc on a effectivement pour ambition de faire une instauration du tri des déchets sur l'intégralité des établissements sportifs de l'ONU. C'était pas une Donc là, c'est un objectif commun avec la direction du sport qui émet une forte volonté là-dessus. On a aussi pour ambition de créer un visuel qui sera affiché sur le terrain auprès de chaque dispositif qui sera nouvellement installé. Un accompagnement des partenaires institutionnels, donc ce qu'on appelle partenaires institutionnels pour nous, c'est tout simplement vous, l'Office municipal des sports également, et pour assurer la gestion des déchets en lien avec les métropoles qui gardent cette compétence de collecte. Oui, je vous écoute. Instaurer un visuel parlant. Oui. C'est une bonne idée. Ça sera encore une meilleure idée si ça correspondait aux produits qui sont plus ou moins consommés. Je pense par exemple aux barres chocolatées, etc. C'est la même chose. Mais l'idée, c'est pas de prendre un visuel et de vous l'imposer dans les établissements. Je vais y revenir après. Le but, c'est d'allier le. Voilà.
Moi, je pensais plutôt allier la technique avec le sportif. Ouais. Voilà. Vous avez marché sur ma présentation de quelques minutes. Oui, donc tout en assurant la gestion des déchets liés avec la métropole. Donc, qu'est-ce que la métropole fait tout simplement pour les établissements sportifs? Elle collecte les gros bacs qu'on peut avoir à l'extérieur. qui sont stockés à l'intérieur, mais pour la manipulation, qui sont amenés par les gardiens d'établissement sur niveau public en destination du camion de conduite, des égouts. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en 2025? On est vraiment au début de la démarche. On est vraiment, j'ai envie de dire, à la jeunesse du projet. Donc la DSJF, donc la Direction des Sports, a manifesté sa volonté de vouloir instaurer le tri sur les établissements sportifs. On a assisté à quelques réunions là-dessus. Pour ma part, j'ai fait un tour des établissements en février 2025 avec Eric Péris, que vous connaissez bien mieux que moi. L'idée, là, c'était pas seulement d'aller dans les établissements et de dire, oh là là, c'est super, il est super beau ce gymnase. Non, c'est vraiment d'imaginer où est-ce qu'on mettrait les poubelles de tri dans chaque établissement. Parce que c'est bien beau d'en mettre, mais il faut pas en mettre n'importe où. Il faut vraiment favoriser l'instauration de fonction du flux de passage. Alors, peut-être entre une buvette et une salle principale. Peut-être entre deux vestiaires, quand ta gymnase n'est équipée que de 2 vestiaires. C'est tout ça, on y réfléchit avec les responsables d'exploitation. Je pense qu'ils reviendront vers vous. Mais en tout cas, le tour des établissements de février 2025, il avait cet objectif-là. J'ai également demandé un recensement des besoins. Plusieurs besoins, donc j'ai noté la signalétique. Ça, c'est parfait. La direction des sports, on avait aussi exprimé ce besoin-là. Les poubelles de tri, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met des poubelles de 50 litres, 70 litres, 110 litres? Ça, c'est en fonction de l'établissement, en fonction de l'usage, du besoin. Mais inclure les poubelles de tri, il faut le conteneur. Et le conteneur n'est pas présent dans tous les établissements. Ce que j'appelle, le conteneur sur roulette, à destination de la collecte. Là, c'est à notre chaîne, le service environnement sur le toucher de la métropole, pour s'assurer que tous les établissements soient bien équipés et le nombre suffisant pour une configuration normale, type entraînement, stage, ou même la configuration scolaire, je plutôt les scolaires également. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante. Alors, votre place dans ce projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, allier le technique avec le sportif. Donc on peut vacciner avec tous les aspects réglementaires, la loi AGEC, le code de l'environnement. Ok, c'est une base qu'on doit faire, on n'ignore pas, mais on part du principe que c'est un outil qui doit être créé par tous, pour tous, et le petit picton coopération prend tout son sens dans le sens où on aimerait bien avoir vos retours quand la direction des sports vous sollicitera. Sur le poids des poubelles, qu'est-ce qu'on a mis. Une fois qu'on les aura mis en place, ne pas hésiter à nous dire comment ça vit. Est-ce que vos adhérents suivent le mouvement? Est-ce qu'ils ont des réticences? C'est quelque chose qu'on peut observer auprès des adhérents, notamment les plus jeunes. Tout ça dans le but, j'en ai longuement parlé, d'harmoniser les pratiques. Oui. Il y a juste une chose. C'est les pratiques. Entre les différents établissements sportifs de la ville de Vénissieux. Voilà. C'est l'utilisation quotidienne et de l'utilisation ponctuelle. C'est-à-dire que le stade de Rangérin en utilisation ponctuelle, enfin quotidienne, c'est des petites quantités de poubelles. Mais en compétition, c'est beaucoup de choses. Quand on a 200 personnes qui sont par le Alors, stade, voilà. Quand je parle d'harmoniser les pratiques, c'est vraiment le même modèle de poubelle partout. Peut-être qu'on en aura plus au stade de Rangérin qu'au stade, je crois qu'il y en a d'ici 2000. Ouais, voilà. Il y aura forcément un nombre différent. Entre les deux gymnases que j'ai cités tout à l'heure, il y aura forcément un nombre différent. En fait, la signalétique doit être le même dans le sens où on doit percevoir ce message ludique et ce message sexy. Même si j'aime pas trop le terme de sexy pour le tri des déchets, mais c'est ce qu'on va essayer de vendre en tout cas. Voilà.